Bonsoir, merci. Donc, juste avant de démarrer, puisque j'ai eu le sentiment que l'entreprise que je représente, la mienne, est un peu mise en cause, je veux juste dire que nous avons l'habitude de travailler avec l'ensemble des collectivités locales, quel que soit leur bord, et que je ne me positionne pas ce soir comme étant un juge d'instruction ni quoi que ce soit. Je vais essayer de vous présenter donc les conclusions de la synthèse d'un travail que nous avons réalisé, qui a vocation, enfin, en tout cas c'est dans cet esprit que nous allons aborder, à établir l'état des lieux financiers de la collectivité. Encore une fois, non pas pour avoir un rôle de censeur ou un rôle de critique comme peut l'avoir la Chambre des comptes, mais plutôt dans une phase qui va intervenir à partir de maintenant. C'est plutôt dans une logique d'essayer de trouver, d'accompagner la collectivité sur l'identification des leviers ou des contraintes financières qui vont être les siennes dans un contexte difficile que j'essaie de décrire et qui permettront, j'espère, demain d'apporter des éléments positifs pour la bonne gestion de la commune. Alors donc, je vous l'ai dit, ce travail se déroule en deux étapes. Donc, je vais vous présenter ce soir la synthèse de la première étape, qui était l'état des lieux, l'état des lieux détaillés des finances de la ville, donc finances au sens large. Et nous avons réalisé un certain nombre de tests de sensibilité pour voir, compte tenu d'un certain nombre d'événements qui vont s'imposer à la commune de Clermont-Blanc comme à l'ensemble des collectivités locales françaises, puisque vous avez entendu parler de l'effort qui est demandé aux collectivités locales de 11 milliards d'euros sur les 3 prochaines années. Il est important de regarder effectivement comment le budget de la ville va encaisser cette nouvelle qui est un peu mauvaise et qui, là, pour le coup, s'impose à la ville. Donc, ce que je vous propose, alors je vois pas voilà, ce que je vous propose, c'est une présentation en 15 étapes. Donc, on va faire un état des lieux de la fiscalité, donc les éléments de fiscalité, donc la constitution des éléments de fiscalité de la commune. Ça représente quand même 71% des ressources financières, enfin, des ressources budgétaires de la ville, donc c'est important de les regarder en détail. Deuxième élément, je détaillerai les dotations, donc tout ce qui est versé par l'État à la commune. Je m'y arrêterai un peu, puisque c'est là que porte le sujet justement de l'effort financier demandé aux collectivités locales. Donc on verra qu'effectivement les nouvelles ne sont pas bonnes de ce point de vue-là. Je vous parlerai rapidement d'un élément, alors je m'excuse, j'aurais pu commencer par ça, mais je vais parler beaucoup de techniques financières et fiscales, donc je vais passer encore pour un vilain technicien, mais je l'assume. Je vais quand même essayer de rendre les choses les plus claires et compréhensibles possibles. Donc, je vais vous parler rapidement d'un fonds de péréquation qui a été mis en place en 2012 et qui pénalise aussi les finances de la ville, donc je passerai assez vite là-dessus, mais il est important de le pointer. Et puis enfin, on regardera l'état des lieux financiers, donc la situation financière, les équipes financières réellement de la ville, et donc ses capacités financières pour l'avenir. Et on finira par une présentation des projections financières, donc qui intègrent la situation d'aujourd'hui, les événements que nous avons donc intégrés, les effets d'annonce, enfin les annonces, plus que les effets d'annonce, les annonces gouvernementales sur les baisses de concours financiers, donc qui nous permettront de voir quelle est la résistance du budget à l'ensemble de ces événements. Et enfin, je conclurai sur quelques conclusions et préconisations, donc qui sont pour l'instant des préconisations générales, à partir desquelles il va falloir maintenant effectivement déjà un travail sur la mise en œuvre opérationnelle de ces préconisations pour les années à venir. Voilà, alors je vous propose de passer, donc on va d'abord parler de la fiscalité, on va passer donc je vais vous présenter, je ne sais pas si les choses sont vraiment suffisamment visibles, je ne suis pas sûr que ce soit le cas pour les gens qui sont au fond de la salle. Quelques éléments pour décrire un peu la fiscalité de la commune. Donc, vous avez ici l'évolution des bases d'imposition en euros par habitant, donc sur les 3 principales taxes que perçoit la commune de Clermont-Blanc comme l'ensemble des communes. Donc la taxe d'habitation qui est en jaune, le foncier bâti et le foncier non bâti. Donc vous avez ici un histogramme qui présente entre 2008 et 2014 l'évolution des bases de fiscalité. Donc les bases de fiscalité, ça n'est ni plus ni moins que la somme des valeurs locatives de chaque logement du territoire, s'agissant de la taxe d'habitation, qui est cumulée, et c'est sur cette fiscale que le taux voté par le conseil municipal va s'appliquer pour donc définir le produit fiscal perçu par la commune. Alors, premier élément d'observation,
J'ai mis quelques éléments moyens qui permettent de donner quelques indicateurs, parce qu'en gros, je pense que ces chiffres sont un peu compliqués. Donc, deux observations, c'est qu'il y a une certaine dynamique des bases fiscales sur le territoire, ce qui pour nous témoigne d'un certain dynamisme de l'évolution du territoire, donc à la fois des constructions de logements, des évolutions de logements existants. Et puis, l'autre élément, si on zoome sur la taxe d'habitation en jaune, ici, donc, on voit que le niveau des bases en euros par habitant est sensiblement supérieur à ce que l'on observe au niveau moyen. C'est plutôt une bonne chose, et ce qui révèle malheureusement un petit aléa de ce dispositif, c'est que les logements à carbone blanc sont vraisemblablement plus récents que ce qu'on observe au niveau moyen national, et donc la valeur locative est plus élevée. Donc des bases qui sont assez dynamiques, on va le voir. Juste un zoom sur le camembert que vous voyez ici, hein, ce qui représente en fait, alors je crois que c'est parfaitement illisible, j'en suis navré, la partie la plus foncée représente les bases de foncier bâti issues des logements, et la partie la plus claire, parce qu'on a tendance à improprement parler d'impôts ménages, mais dans le foncier bâti, il y a aussi des impôts provenant des entreprises, donc, qui représentent 22%. Alors si on passe sur la page suivante, on a la dynamique, ce que je vous disais, la dynamique, on retrouve la même logique de lecture avec la taxe d'habitation, le foncier bâti et le foncier non bâti. Et vous avez ici représenté l'évolution, année après année, de cette matière imposable, comme on dit, c'est-à-dire de ces sortes de valeurs locatives. Donc on voit une période qui est assez dynamique entre 2009 et 2012, donc qui révèle un dynamisme du territoire. Et puis, à partir de 2013-2014, donc une réduction assez forte. Et il y a deux facteurs. Le premier, c'est ce qui est représenté par les petites barres en rouge, c'est que dans chaque loi de finances, le législateur détermine l'évolution, le coefficient de valorisation des bases, donc il s'applique à l'ensemble des bases. Et si vous avez une barre qui excède ce trait rouge, c'est qu'il y a eu donc des constructions ou des améliorations de logements. Donc on voit que ça a été très dynamique jusqu'en 2012, et puis jusqu'en 2013-2014, ça baisse aussi du fait des décisions du législateur. Donc ça, c'est un élément de fragilisation que l'on reprendra dans les simulations qu'on pourra faire, mais effectivement, c'est une première observation. Vous pouvez nous expliquer pourquoi 2013, pourquoi dans l'évolution des bases de la taxe d'habitation est moins importante que la revalorisation forfaitaire? Alors ça peut être lié à alors peut-être des distributions de logements, ça peut être le cas, on voit parfois lorsqu'il y a des opérations en rue, je pense que c'est pas le cas sur le territoire, et lorsqu'il y a des destructions de logements ou des logements vacants qui ne donnent plus lieu à fiscalisation, et effectivement on a une diminution de la base, de la matière imposable. Donc effectivement 2013 est une année assez exceptionnelle parce que le territoire a été en recul, alors même que le législateur avait voté une revalorisation qui était à 1,8 en 2013. Voilà, donc des bases qui sont relativement importantes, hein, donc une richesse fiscale pour la commune qui est intéressante. Si on regarde la slide suivante, donc, on voit ici donc, les taux d'imposition, donc ça c'est ce qui relève du vote du conseil municipal, donc ce sont les taux qui s'appliquent aux bases que l'on vient de voir. Alors déjà, le niveau des taux, donc vous avez la même lecture de taxe d'habitation, foncier bâti, foncier non bâti. Donc sur le niveau des taux de la commune, on voit que taxe d'habitation, foncier bâti, les niveaux de taux sont supérieurs à ce qu'on observe au niveau moyen. Alors la moyenne, ce n'est pas un objectif, hein, bien sûr, enfin ça donne une indication. Donc on a une matière imposable qui est un peu plus dynamique, un peu plus forte, et des taux de fiscalité qui sont un petit peu plus importants, donc 26% de plus que la moyenne pour la taxe d'habitation, 53% sur le foncier bâti. Donc là, pour nous, il nous semble qu'effectivement le levier fiscal me paraît difficilement mobilisable ou de façon importante compte tenu du niveau actuel. Quand on parle de la moyenne, c'est quelle moyenne? C'est la strate des communes de 5 000 à 10 000 habitants, voilà. Qui font partie d'un EPCI, d'un groupement à fiscalité propre comme la communauté urbaine. Alors ces chiffres ne sont pas les nôtres, hein, ce sont des chiffres qui sont publiés sur un site officiel de Bercy, Bercy Colloque, ça vous pouvez le regarder. Donc sur les taux d'imposition, vous avez ensuite donc, une lecture de la dynamique, donc on a vu les taux nominaux. Ici vous avez l'évolution des taux d'imposition sur la période 2014, donc 3 augmentations proportionnelles, comme on dit, donc de même nature sur les trois niveaux de taxes, de 1%, 2009, 2010 et 2013.
Donc sur les taux cumulés, donc ça c'est bien intéressant parce que c'est ce que je vois effectivement, c'est ce qu'on lit sur les fiches d'imposition, c'est le taux cumulé qui est voté à la fois par la commune mais aussi par la communauté urbaine maintenant en lieu et place du département, ou par le département pour le foncier bâti. Donc ici vous avez les taux cumulés, juste pour rappeler qu'effectivement la part votée par la commune est la part qui est en bleu, sur la taxe d'habitation et le foncier bâti, et vous avez sur la taxe d'habitation en haut la part rouge qui est maintenant votée par la communauté urbaine. Donc quand vous avez le feu d'impôt, vous avez une décomposition qui est à peu près donc 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers pour la commune, 1 tiers pour la communauté urbaine. Et sur le foncier bâti, on retrouve à peu près ces mêmes proportions, mais entre la commune et le département. Donc là, on voit qu'il y a eu un effet de hausse en 2011, mais qui n'était pas lié à la politique municipale, qui, elle, avait augmenté de 1% en 2009, 2010, 2013, et 2011, il y a un effet de hausse qui était lié donc, aux autres strates de collectivité. Donc voilà quelques observations sur la structure de la fiscalité. On verra après quel est le produit et son évolution. Je vous ai dit, deuxième élément d'intervention, ce sont les dotations. Donc c'est le sujet un peu fragile aujourd'hui. Donc je le rappelle, les dotations, c'est ce que l'État verse aux collectivités locales, en lieu et place d'un certain nombre de réformes très anciennes. Donc c'est une part qui représente à peu près 20-21% du budget de Caron-Blanc. Et donc l'État verse chaque année ces dotations aux collectivités pour assurer leur fonctionnement. Alors il faut noter que depuis quelques années, l'État, compte tenu de ses difficultés budgétaires, a gelé les dotations versées aux collectivités locales et depuis 2014, on va le voir, il a même décidé de les baisser, donc faisant appel à la solidarité des collectivités pour le redressement des finances publiques. Donc vous avez sur la page suivante, donc vous avez la représentation du montant de la DGF, donc dotation globale de fonctionnement, entre 2008 et 2014. Donc ça, c'est malheureusement ce qui relève du niveau de l'État. Bien entendu, il y a un élément qui rentre en ligne de compte dans le calcul de la dotation, c'est la population. Donc c'est toute la partie bleue, donc vous voyez sur le graphique qui s'ouvre. La partie bleue, c'est la partie la plus importante, et c'est celle qui est distribuée en fonction du niveau de la population communale. Pardon. Alors, le problème, c'est qu'on a, sur la période, on va le voir, vécu une réduction de la population, ce qui explique peut-être la question que vous posiez sur les bases de taxe d'habitation. Donc, il y a effectivement une diminution de la population sur cette période. Et donc, de fait, il y a une diminution des dotations versées par l'État à la commune. Donc, c'est ce que vous voyez sur les graphiques qui étaient sur l'histogramme sur cet histogramme-là, avec des réductions de cette partie. Donc ça, c'est un élément qui effectivement fragilise le budget de la commune. Donc si on regarde la page suivante, donc vous avez ici le graphique qui est en haut représente justement l'évolution de la population. Donc on voit bien que entre 2009 et 2013, on a une réduction assez sensible, à peu près une centaine d'habitants, donc qui impacte le montant de dotation, même si on voit que la courbe s'infléchit en 2014, donc c'est plutôt bon signe. Alors, je vous disais, donc en 2014, le législateur a décidé de... je ne sais jamais s'il faut dire législateur ou persil, mais enfin l'un des deux, en tout cas, validé par le législateur, a décidé de diminuer les dotations versées aux collectivités locales à 1,5 milliard, ce qui a généré un impact en 2014 pour le budget de Caron-Blanc de 58 000 €, c'est ce qui figure sur cette page-là. Donc ça, c'est une première étape vers un effort encore plus important qui est demandé, puisque la loi de finances 2014 a été votée le 30 décembre 2013, et 15 jours, 3 semaines après, on apprenait que c'était plus 1,5 milliard en 2015, mais peut-être même 3 milliards, et puis quelques semaines après, on nous dit que c'est plus 3 milliards, c'est 11 milliards sur 3 ans. Bon. Donc ça veut dire que l'effort financier demandé aux collectivités va être très important. C'est ce que j'ai essayé de représenter sur la page suivante. C'est qu'on a fait des hypothèses d'évolution de cette fameuse DGF, dotation globale de fonctionnement, dotation versée par l'État. Deux hypothèses. La première, c'est celle qui, donc ces deux hypothèses, gardez en tête, c'est celle qu'on retrouvera un petit peu plus tard. La première, c'est celle qui est inscrite dans la loi, c'est-à-dire une baisse 2014 et 2015 d'1,5 milliard au niveau national. Et puis la deuxième, qui est en rouge, qui est beaucoup moins agréable à regarder, c'est effectivement celle qui prend en considération la diminution annoncée, qui aujourd'hui n'est pas actée par la loi, mais qui est largement annoncée, en discussion, en préparation,
Et on voit qu'effectivement, on parle d'une dotation globale de 960 000 euros, c'est en kilo-euros, pardon, donc l'unité de mesure. Donc 960 000 euros. Dans le cas le plus optimiste, on finirait en fin de période à 785 000 euros, et dans le cas qui commence à devenir de plus en plus probable, on serait aux alentours de 400 000 euros. Donc une diminution qui est presque de moitié des dotations, plus de moitié d'ailleurs des dotations versées par l'État à la ville de Carmel-Blanc. Donc ça, évidemment, c'est un élément de fragilisation considérable pour les années à venir, on verra tout à l'heure. Pardon. Vous avez pris en compte également les 300 nouveaux foyers qui vont arriver et les logements livrés avec commandement d'agent? Pas encore, non. Ça, c'est à périmètre constant. Et puis, il y a aussi un impact, le fait que l'augmentation de la population n'est pas prise en compte à l'année N de l'arrivée des personnes dans les logements. Il y a un décalage de 3 ans, effectivement. Voilà. La prise en compte des dotations, il y a un décalage de 3 ans, ce qui peut être pénalisant. Je ne sais pas si la population dont vous parlez arrive là. Et ceci étant dit, je ne suis pas sûr que l'arrivée de ces logements impliquant forcément de nouvelles installations municipales, parce que forcément, qui dit nouvelle population dit de nouveaux services, écoles et autres équipements mis à la disposition de la population. Je ne suis pas sûr que l'équilibre se retrouve entre la DGF et la charge en question. Oui, je suis d'accord, mais ça fait partie des choses qu'il faut prévoir. Alors voilà pour les éléments sur les dotations. Voilà, quelques mots sur le FPIC, le Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales. Donc ça, c'est une mesure qui a été adoptée en 2012, mise en œuvre en 2012, et qui a vocation à mettre en place un fonds de péréquation entre les collectivités locales. Donc fonds de péréquation horizontal, on dit, c'est-à-dire qu'on va prélever sur ce qu'on appelle les ensembles intercommunaux, c'est-à-dire les communes et intercommunalités considérées comme riches, pour aller reverser ou abonder des budgets des collectivités considérées comme pauvres. Donc c'est un fonds qui ne coûte rien au budget de l'État, ce qui tombe très bien pour lui, et donc qui se neutralise. Alors, il se trouve que pour Carmel-Blanc, on le voit ici, vous avez une représentation de ce qui a représenté ce fonds de péréquation. Il s'est traduit pour la ville par un prélèvement, donc en 2012, première année mise en place, de 6 000 euros. Et le problème, c'est que ce fonds de péréquation, il a été mis en place en 2012, au niveau national, bon, le système ne fonctionne plus, au niveau national, je suis désolé, au niveau national, il représentait 150 millions d'euros en 2012, et on voit qu'il est monté en puissance, 360 millions d'euros en 2013, 570 millions d'euros en 2014, etc., pour atteindre un niveau qui représentera à peu près 1 milliard d'euros en 2016. Donc, on a une montée en puissance progressive de ce fonds qui, du coup, est défavorable pour la ville de Carmel-Blanc, puisque on a une montée en puissance de ce prélèvement. Du coup. Donc, c'est moins 6 000 euros pour Carmel-Blanc en 2012, c'est moins 16 000 euros en 2013, c'est à confirmer à peu près 26 000 euros en 2014, et puis si on continue à monter les marges d'escalier, on finit à 46 000 euros de prélèvement en 2016 et suivant. Donc ça, c'est un élément, encore une fois, qui s'impose à vous. C'est une réforme qui a été votée en loi de finances 2012 et qui s'impose à vous comme à l'ensemble des collectivités locales. Sauf que certaines ont la chance d'être bénéficiaires, mais il semblerait que Carmel-Blanc, sur les critères de richesse qui ont été retenus, soit considéré, en tout cas l'ensemble intercommunal, communauté urbaine de Bordeaux et ses communes, soit considéré comme un ensemble intercommunal riche. Donc voilà, donc, je ne rentre pas plus en détail de ce fonds de péréquation, qui est tout à fait passionnant, mais qui en tout cas, je voulais juste zoomer là-dessus pour montrer que là encore, il y a des éléments de fragilité qui va s'imposer au budget de la ville. Alors, si on passe maintenant, donc, après ces éléments un peu techniques, sur l'état des lieux financiers de la ville. Donc l'état des lieux, nous, on a regardé comment se constituait le budget sur les 6 dernières années, comment les choses évoluaient et quelles étaient l'évolution des équilibres financiers. Alors, il y a un premier tableau qui va être parfaitement illisible, donc on va le passer, parce qu'il est représenté sous forme de graphique ensuite, ce qui sera plus agréable à regarder ensemble. Donc vous avez ici voilà, des graphiques qui représentent la dynamique donc, des ressources et des charges de la ville de Carmel-Blanc. Donc je vous rappelle que, monsieur le rappelle tout à l'heure, dans le budget des collectivités locales, il y a deux sections, deux parties de budget. Le budget de fonctionnement qui reçoit les dotations, en recettes, les impôts, etc., et qui, en dépenses, paye le personnel, le fonctionnement, les subventions, etc.
Et puis le budget d'investissement qui, lui, on l'indique, donc, dans lequel sont comptabilisées les dépenses d'investissement et les recettes d'investissement qui permettent d'y faire face. Donc, le principe budgétaire, c'est que le budget de fonctionnement soit excédentaire et que cet excédent serve à la collectivité pour autofinancer une partie de son investissement. Il y a une obligation d'équilibre, une obligation d'avoir un équilibre sur le budget de fonctionnement. Et si tel n'était pas le cas, il y a une procédure qui consiste à dire que le préfet reprend la main sur le budget, donc défère le budget de la commune à changer des comptes et prend la main sur le règlement budgétaire. Donc il y a cette obligation-là de dégager un autofinancement. Donc cet autofinancement, c'est le solde entre les recettes de fonctionnement et les dépenses. Bon. Sur le graphique que vous voyez en haut, donc, il y a là, pour nous aussi, un élément de fragilité que l'on a constaté, c'est qu'on a connu donc, une évolution des dépenses de gestion qui sont représentées en rouge, donc les dépenses de fonctionnement, plus dynamique, plus rapide que les recettes de fonctionnement. Donc ça, on le verra après, ça a eu un effet direct, c'est que l'autofinancement de la ville a baissé, et donc on verra que ça peut présenter des difficultés pour les années qui viennent. Donc de quelle façon donc ces graphiques se lisent, ce sont des graphiques dynamiques, donc on en base 100 en 2008, première année, et on regarde de quelle façon la dynamique s'est produite. Donc si on regarde la dynamique des recettes de gestion, c'est le graphique qui est en bas à gauche, qui est en bleu. Donc les recettes de gestion ont évolué, on est passé de 100 à 114 en fin de période, tiré en cela par les contributions directes qui, elles, ont évolué d'une façon beaucoup plus dynamique, on l'a vu tout à l'heure, parce que les bases de fiscalité ont été dynamiques, parce qu'il y a eu des augmentations de taux aussi, donc ça a permis de générer un produit plus important. Et on voit déjà donc la partie jaune, donc celle-ci qui s'impose à la collectivité, la partie DGF, donc la dotation versée par l'État à la collectivité, qui elle diminue assez sensiblement, on commence par augmenter en 2009 et diminue ensuite de façon assez régulière sur la période. Donc effectivement, tout ça, c'est pas très bon, donc ça peut générer des effets de ciseaux. Sur le graphique de droite, on zoome un peu sur les dépenses. Donc ce qui ressort en premier lieu, c'est l'évolution des intérêts à la dette, donc de la charge financière payée sur les emprunts réalisés par la commune, qui évolue assez fortement pour une raison simple, c'est que l'endettement lui-même a évolué assez fortement, donc c'est assez logique. Les charges de personnel ont évolué, enfin pour le reste, je veux dire, on a une dynamique qui est assez forte, on passe à 121, donc on voit que par rapport aux dynamiques des recettes, particulièrement des recettes de gestion, donc on a une dynamique qui est beaucoup plus forte. Donc, du coup, un solde entre les recettes et les dépenses qui s'est un peu écrasé, donc ce qu'on appelle un autofinancement, qui lui-même s'est un peu écrasé. Alors ensuite, vous avez des graphiques qui représentent la structure des budgets, je vous propose de les passer parce que je ne suis pas sûr qu'on arrive à les lire. Juste un zoom sur les charges de personnel, qui représentent 60% des dépenses de fonctionnement. Donc effectivement, c'est la plus grosse masse dans le budget, c'est la plus grosse masse de dépenses. Et on essaie de regarder quelle a été la part prise par les charges de personnel sur les recettes de la collectivité, de la ville. Et on voit qu'on est en début de période à 52%. Les charges de personnel prennent 52% des recettes de fonctionnement, et en fin de période, on est presque à 55,5%. Donc on a une part de charges de personnel qui évolue plus vite que d'évoluent les recettes de gestion. Alors, je vous parlais du solde d'épargne, donc c'est ce qu'on voit sur la page suivante. Donc les soldes d'épargne, l'autofinancement, c'est-à-dire la capacité de la ville, avec ses recettes propres, à générer un autofinancement de ses investissements, ce qui évite d'aller emprunter massivement. Donc on voit donc le niveau des soldes d'épargne, donc on a trois niveaux d'épargne, je vais vous passer les détails. L'écart entre les trois, c'est inscrit, c'est entre l'épargne de gestion, qui est l'écart entre les recettes de gestion et les dépenses de gestion. Donc ça nous apprend les soldes d'épargne, on retire ensuite les intérêts payés sur la dette, puis l'amortissement du capital de la dette. Donc l'épargne nette représente l'autofinancement de la ville, une fois qu'elle a payé son fonctionnement, son personnel, ses charges de fonctionnement du varié, et le remboursement de la dette, qui est une charge obligatoire. On voit que c'est le graphique rouge, on voit qu'effectivement, on avait une épargne nette en début de période qui était aux alentours de 450 500 000 euros,
et qu'on est en fin de période à 104 000 euros. Donc ça, c'est le reflet, si vous voulez, de l'effet de ciseau qu'on voyait tout à l'heure entre les dépenses de fonctionnement et les recettes, c'est qu'on a effectivement un écrasement de l'autofinancement. Donc les graphiques qui sont en dessous représentent ce qu'on appelle le taux d'épargne, c'est-à-dire on rapporte ce montant d'épargne aux recettes de fonctionnement pour voir quelle est en pourcentage la part de recettes que la ville a réussi à garder en réserve pour aller financer ces investissements. On voit que ces niveaux de taux d'épargne évoluent à la baisse, bien entendu. Et vous voyez, alors là encore, à titre indicatif, des ratios moyens des niveaux moyens de la strate qui permettent de voir qu'on est bien en deçà de la strate des communes de 5 000 à 10 000 habitants. Donc on est effectivement dans une situation qui, j'allais dire, se fragilise et qui, compte tenu de ce que je viens de vous expliquer sur les dotations, les baisses de concours financiers de l'État et les fonds de péréquation, risque de demain de devenir très très pénalisant. Voilà, on va le voir. Alors, la synthèse donc, sur la section fonctionnement, donc les facteurs limitant la croissance des recettes, c'est le ralentissement de la croissance des bases d'imposition, on l'a vu en 2012 et 2013, le niveau élevé des taux de fiscalité qui laisse une faible possibilité, bon, même si ça c'est une décision qui ne me revient pas bien entendu, mais enfin peut-être un levier fiscal qui est moins évident que de l'été. La baisse des dotations de l'État dont je vous ai parlé, on va voir leur impact dans les années futures, et le fameux FPIC, le fonds de péréquation, qui est pénalisant. Et évidemment, face à cela, si on ne fait rien, on va le voir, donc si on pousse le budget tel quel, avec ces événements à venir dans les 2-3 années qui viennent, on va se rendre compte que les choses ne peuvent pas se produire ainsi sans un effort d'économie budgétaire pour échapper à cet effet de ciseau, donc échapper au fait que les dépenses évoluent moins publiques que les recettes, ou que même les recettes baisseraient, pour restaurer les capacités d'autofinancement et diriger les moyens de financement de l'investissement, alors en recherchant toute solution alternative aux solutions budgétaires. On parle là, on l'évoquera ultérieurement, mais l'optimisation du patrimoine, valorisation de biens non stratégiques, donc bien immobiliers, qui pourraient venir en place de financement bancaire. Donc on a vu la partie fonctionnement et les soldes de départ. Donc si on zoome maintenant sur les dépenses d'équipement et les taux de subventionnement, donc vous avez ici donc, représenté en vert, en haut à gauche, les dépenses d'équipement en milliers d'euros année après année. Sur le graphique, la barre rouge représente la moyenne des dépenses d'équipement, donc on est à peu près à 1 500 000 euros de dépenses moyennes. Quand on rapporte ça à des dépenses d'équipement en euros par habitant, on se rend compte que sur la période, c'est le graphique qui est à droite, ici sur la période, donc on a en moyenne, puisqu'il y a des opérations, évidemment les dépenses d'investissement c'est pas linéaire, hein, donc on a des opérations qui apparaissent des années plus importantes que d'autres, mais on a en moyenne sur la période 215 euros par habitant par an, contre une moyenne à 330 euros par habitant sur toujours les communes de l'Extra. Donc là aussi, bon, c'est évidemment lié au fait que l'on a vu l'autofinancement diminuant, les capacités d'investissement sont moindres. Ce qui peut poser des questions, on verra, sur le maintien à niveau des équipements publics. Est-ce que ces investissements-là permettent de continuer à y faire face? Quel autre élément? C'est le taux de subventionnement des investissements. Donc là, évidemment, la subvention, c'est la recette la meilleure, c'est celle qui ne coûte rien. Donc les subventions versées par les autres au niveau de collectivités locales pour financer les équipements. Là, on voit que le taux de subventionnement était de 11% en moyenne sur la période, ce qui est relativement faible par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Le niveau moyen était à 20%. On a effectivement un niveau là qui est un peu plus faible. Alors évidemment, ce que je dis est sous réserve de la nature des investissements qui sont réalisés, puisque évidemment tous les équipements, enfin, tous les investissements des collectivités locales ne donnent pas droit de fait à des subventions. Alors le graphique suivant représente année après année on regarde de quelle façon ont été financées les dépenses d'équipement. Je vous propose de zoomer simplement sur la dernière, sur la moyenne, c'est-à-dire qu'on regarde 100%, ça représente la dépense totale d'équipement. Et on regarde de quelle façon, quelles ont été les ressources qui ont été mobilisées pour financer ces 100% de dépenses d'investissement. Alors on voit que sur on va commencer par l'épargne brute, l'autofinancement dont je vous parlais, donc il représente en moyenne sur la période 39%. On a des recettes propres d'investissement, donc soit des remboursements de fonds de compensation de la TVA, donc les remboursements de TVA, soit des subventions perçues des autres, les 11% qu'on voit à l'instant. Ça représente 23%, c'est la partie bleue.
Et puis vous avez la partie sur laquelle on va zoomer un peu, qui commence à être la plus de c'est la partie endettement, accroissement d'endettement. On voit que 31% des ressources qui ont financé les investissements sont provenues d'un accroissement de la dette. Alors si on regarde quelle a été la dette, c'est là. Voilà, donc les ressources externes, alors celle-là elle est un peu moins sympathique que les subventions parce qu'elle est coûteuse, mais on voit effectivement sur le tableau du haut l'évolution en milliers d'euros de l'endettement de la ville entre 2007 et 2013. Donc on voit qu'on était fin 2007 à 2 676 000 euros et en fin 2013 on est à 5,4 millions. Donc effectivement on a un endettement qui a augmenté assez sensiblement. C'est ce que l'on voit ici sur les... Ça c'est le solde de dette, c'est l'écart entre ce que la ville a emprunté chaque année et ce que la ville a remboursé aux banquiers de façon naturelle. Donc on voit qu'on a deux pics, 2008 et 2013, et que globalement effectivement on a un endettement moyen annuel qui est de 462 000 euros. Donc ce qui... Quand on regarde les ratios moyens, alors là c'est pour ça que je vous disais qu'il faut peut-être être attentif, quand on regarde les ratios moyens d'endettement par habitant de Carbon-Blanc par rapport à la strate comparable, on peut dire que le ratio est inférieur, sauf que le problème, on va le voir, c'est que ce niveau-là, même s'il est inférieur à la moyenne, commence à devenir pénalisant sur les équipes financières de la ville. C'est-à-dire que compte tenu de ce qu'on a vu tout à l'heure sur les réductions d'autofinancement, donc la réduction de capacité de remboursement de la dette, on voit que ça devient un peu pénalisant, c'est ce qui est représenté sur les deux graphiques du bas. C'est-à-dire qu'on a un endettement qui représente, alors il y a un indicateur, je ne vous passe les détails, mais qui permet de regarder quel est le poids de la dette par rapport au budget. On voit sur la courbe rouge qu'il augmente, et quand il augmente, c'est pas très bon signe. Donc là, on arrive à un niveau qui est de 12 années, presque 13 années, ce qui est un niveau qui est un peu alertant, on va dire. Donc l'endettement est un point dont on va en parler sur les projections, qui est un point de vigilance important. Alors, la synthèse sur la section de l'investissement, donc je vous disais, un montant moyen d'investissement d'1,5 million euros. Un taux de subventionnement qui semble un peu plus faible que ce que l'on peut observer habituellement, donc à rapprocher de la nature des équipements qui ont été réalisés. Et donc un encours de dette qui a été multiplié par 2 sur la période, et dont on voit que le poids de remboursement commence à peser lourd dans les équipements. Donc voilà pour ce qui est du constat. Alors, ce que je vais vous présenter maintenant, donc on a fait un peu un travail en chambre, on a regardé nous comment on pouvait évoluer donc, le budget des équipes financières de la ville au regard de l'état des lieux que je viens de vous présenter et au regard des anticipations qui sont à faire sur l'évolution des dotations et des fonds de péréquation. Évidemment, ce travail-là sera ensuite à rapprocher avec les élus pour déterminer effectivement quelles sont les mesures, ou quels sont les choix de gestion qui seront les leurs. Donc nous, on a produit une étude projection financière, donc en prenant des hypothèses que vous avez ici, donc sur une recette de fonctionnement, donc on a tracé les lignes sur quelques années, donc on a pris en considération des hypothèses qui sont des hypothèses assez crédibles, si je puis dire, mais en même temps très prudentes. C'est-à-dire que vous pouvez voir que sur les dépenses, donc sur les recettes, on est sur des hypothèses assez standards, si je puis dire, donc ni ambitieuses ni pessimistes. Sur les dépenses, par contre, effectivement, et vous allez voir pourquoi, c'est pas pour le plaisir, même si c'est l'image qu'on fait de l'auditeur, enfin c'est pas pour le plaisir de tendre le cou des gens, mais on va voir qu'il est nécessaire effectivement de serrer un peu les évolutions des charges de la ville, parce que sinon les équipes financières vont dégringoler assez vite. Et donc on a pris, on vous rappelle ici, donc sur la partie droite dans le tableau rouge, les évolutions moyennes sur la période étudiée 2008-2013 et les évolutions que nous avons gardées pour projeter les équilibres financiers sur les années à venir. Vous voyez que les écarts sont très sensibles. Les écarts sont très sensibles. Et quand on dit qu'il faut faire évoluer les dépenses de personnel d'1,5% par an, c'est assez c'est-à-dire c'est assez peu, et c'est même un effort de gestion important, puisque c'est inférieur à l'évolution naturelle des rémunérations des personnels de la fonction publique. Sur les charges à caractère général aussi, donc on voit qu'on était à 3,3% par an, on passe à 0,5% sur les années futures, donc là aussi,
nécessité de faire des efforts. Alors là, c'est 0,5%, c'est-à-dire que là, il faut, excusez-moi l'expression, mais il faut ramer à contresens de l'évolution des prix, ramer à contresens de l'évolution des prix des carburants, etc. Donc, c'est un effort de gestion important. Bon, les subventions de fonctionnement versées, donc on les maintient quasiment, on les fait évoluer 0,5% par an, et les autres dépenses de fonctionnement 1%. Donc si on prend ce jeu d'hypothèse, donc je vous dis, on a effectivement un effort, enfin on fait appel à un effort de la municipalité qui, vous allez le comprendre assez vite, est absolument nécessaire. Sur la page suivante, donc la partie investissement, vous voyez déjà, premier élément, c'est que, je vous disais, on a 1,5 million de dépenses d'investissement annuelles sur la période passée. Les équilibres financiers tels qu'on va les regarder ensemble ne permettent pas de faire plus de 500 000 euros par an. Alors, 500 000 euros par an, à l'échelle d'une commune comme la vôtre, c'est assez dérisoire. C'est dérisoire, même si la somme paraît importante, mais c'est assez dérisoire, et ça pose une question sur laquelle je reviendrai, c'est est-ce qu'avec 500 000 euros, on arrive à faire fonctionner une commune comme la vôtre? En d'autres termes, est-ce qu'on arrive à entretenir les équipements publics? Parce que si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'on a des équipements publics qui se dégradent. Donc si on n'entretient pas les bâtiments, les espaces verts, tout ce qu'on veut, les routes, tout ça se dégrade. C'est un peu mon sentiment, parce que 500 000 euros, effectivement, pour une commune de 7 000 habitants, c'est clairement pas assez. Pour information, aujourd'hui, l'entretien du patrimoine revient sensiblement à 500 000 euros par an. Uniquement l'entretien, sans parler de l'investissement. Alors les subventions, on les a maintenues à un taux de subventionnement de 10% en espérant que le taux de subventionnement pourrait être un peu supérieur dans les années futures, donc on reste assez prudent. Et puis vous avez, donc je passe à la clôture, sur les emprunts futurs, donc on a pris les hypothèses de durée et de taux de souscription des emprunts futurs. Donc quand on met en musique donc, ces différentes évolutions, on arrive au graphique que vous voyez ici. Donc, vous avez donc sur la partie en haut à gauche l'évolution des impôts taxes. Donc, vous voyez qu'elles sont très faibles en 2014 et 2015-2016, puisque on a l'effet fonds de péréquation qui rentre là dans cet agglomérat. Donc on a effectivement des recettes fiscales qui sont très peu dynamiques. En rose, en dessous, vous avez les dotations versées par l'État, donc là c'est un peu catastrophique. Hein. Vous avez en évolution, en taux d'évolution annuel, ici, on voit que dans l'hypothèse la plus optimiste, c'est-à-dire effectivement si la loi de finances 2013 était confirmée, c'est le trait plein en rose, donc on serait à moins 5% et moins 5%. Ce qui était très pénible quand on nous a annoncé, mais aujourd'hui ça fait rêver tout le monde. Et vraisemblablement, ce qui risque de se passer, c'est ce qui est en trait, je ne sais pas si ça s'affiche correctement, mais ça va. Ce qui est en trait plus pastel, où on voit que là, il y a une diminution beaucoup plus forte et beaucoup plus longue, si je puis dire, des dotations versées par l'État, puisqu'on atteint des niveaux de moins 15, moins 20, etc. Donc ça, c'est l'impact des 11 milliards d'euros d'économies demandées aux collectivités locales, ou en tout cas de report d'efforts financiers reportés sur les collectivités locales par l'État. Donc quand on prend en considération ces deux éléments, donc augmentation du FIP et des dotations, on voit sur la partie, sur le graphique qui est à droite, que l'évolution des recettes de gestion, des recettes de fonctionnement de la ville, eh bien, dans le meilleur des cas, serait faiblement positif les premières années, son évolution, et dans le cas le plus critique, on voit qu'on est sur une diminution des recettes de fonctionnement dans l'ensemble de la ville. Donc là, on va accroître encore plus l'effet de ciseau qu'on voyait tout à l'heure, donc c'est ce qui risque de devenir très pénalisant. Sur la page suivante, donc on a la même chose, le pendant de ce qu'on vient de voir, non pas sur les recettes mais sur les dépenses. Donc les hypothèses de dépenses de personnel qui sont prises. En 2014, nous avons pris ce qui était voté dans le budget, pardon. Et à partir de 2015, nous avons pris des hypothèses prudentes de 1,5% d'évolution, vous le disiez, par an pour les personnels et 0,5% pour les charges à caractère général. Donc on resserre le budget au maximum et on voit que globalement les dépenses de fonctionnement évoluent de un peu plus d'1% par an. Alors si on fait ça, c'est ce qui est à la page suivante, vous avez des niveaux d'épargne. Donc les niveaux d'épargne, c'est l'autofinancement dont je vous parlais, le seul entre les recettes et les dépenses de fonctionnement. Vous voyez que dans la première hypothèse, on est épargne brute, épargne nette, autofinancement net, c'est après avoir remboursé la dette, hein, en rouge.
Dans le premier cas, on a une épargne nette qui devient négative, donc qui en 2013 est faible et qui devient très vite négative, et redeviendrait positive, mais vous voyez, à long terme. Dans l'autre hypothèse, qui est quand même celle qui est annoncée aujourd'hui par les pouvoirs publics au niveau de l'État, on voit qu'il y a des dégringolades des équilibres financiers de la ville. Ces effets de baisse imposés à l'ensemble des collectivités locales en France n'est pas absorbable par le budget de la ville de Clermont-Ferrand. Ça met en déséquilibre très vite le budget de la ville. Alors, j'utilise ce mot à dessein, c'est que effectivement, dans la deuxième hypothèse qui est celle en très pâle, ou en pointillé, là, ça veut dire que le budget est en déséquilibre en 3 ans, c'est-à-dire que si on ne fait rien, c'est le préfet qui défait le budget de la ville, et tout le monde a changé des comptes, de prendre la main, donc les élus transfèrent leur pouvoir au service de préfecture. Donc ça se traduit par une augmentation brutale des taux de fiscalité, puisqu'en général, ce sont les décisions par les champs régionaux des comptes. Alors, si on va sur la page suivante, vous avez les dépenses d'investissement qui, on le voit, donc, sont à 500 000 € par an. Je vous ai, pour mémoire, rappelé quel était le niveau moyen entre 2008 et 2013, lui-même étant inférieur à ce que l'ensemble des communes de même population investissent en moyenne chaque année. Donc on voit qu'on atteint, je dirais, presque un scénario impossible, vraiment catastrophe, c'est-à-dire des niveaux d'épargne qui dégringolent, un investissement qui est très faible, et puis je l'ai mis en rouge, donc un risque de vieillissement des équipements, c'est-à-dire que la commune ne sert plus ce qu'elle est censée faire, c'est-à-dire produire les services d'un côté et entretenir ses équipements de l'autre. Donc la synthèse de ces deux scénarios H1H2, donc le premier, vous voyez que bon, il est très tendu, mais je vais dire, il est moins catastrophique que le second presque. Enfin, c'est presque déjà un rêve ancien, puisqu'on nous annonce des efforts supplémentaires. Et le scénario 2, donc celui-ci est parfaitement irréaliste, puisque je vous dis, celui-ci, il consiste à ce que le préfet sanctionne la ville au bout de 3 ans, reprenne la main et fasse voter une augmentation, décide, puisque c'est même plus un vote, une augmentation de fiscalité brutale. Alors, ce que je mets en dessous, c'est que la réalité sera récemment entre les deux. Ma conviction, c'est qu'on sera plus proche du scénario 2 que du scénario 1, parce que les annonces sont en train de se confirmer, les groupes de travail sont en train de se faire, le comité des finances locales, etc., sur la répartition des forces à demander aux collectivités locales. Mais en tout état de cause, on est dans un scénario qui va être assez difficile. Donc du coup, et je conclurai là-dessus, donc on a zoomé évidemment alors, des choses qui à ce stade, je vous disais, sont des préconisations assez générales, à partir desquelles ce constat financier et à partir de ces préconisations, donc on va faire le travail pour affiner un petit peu et voir de quelle façon on pourrait mettre en œuvre les choses. Donc nécessité de rechercher toute mesure d'économie ou de levier, donc les équipes financières ne permettent pas de faire face aux réductions des concours financiers, je l'ai dit. Donc les mesures, quelles pourraient être les mesures à prendre en compte. Donc, contenir au maximum les charges personnelles, alors évidemment, c'est plus simple à dire qu'à faire, mais c'est malheureusement indispensable, parce que c'est ce qui impose à ça. 60% du budget, des charges budgétaires de la ville, ce qui est d'ailleurs un peu plus important, c'est à peu près 10 points supérieur à ce que l'on nous sert par ailleurs. Donc là, effectivement, c'est le premier poste sur lequel des efforts pourraient être faits. Rechercher des sources d'économie dans les charges à caractère général. Donc les charges à caractère général sont les charges de fonctionnement de la collectivité, de la ville. Donc c'est les consommations, l'électricité, etc., l'essence, tout ce que l'on veut, les contrats de prestation de services, les contrats d'assurance, de téléphonie, etc. Donc là, effectivement, il y a un travail à faire pour voir si des sources d'économie sont susceptibles d'être mises en œuvre. Le patrimoine, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, j'y reviens, ça c'est un élément essentiel. Encore une fois, il vaut mieux être une collectivité qui réduit la voilure de son patrimoine, de ses équipements publics, mais qui les entretient correctement, qu'être une collectivité qui est dans le syndrome du smicard qui vit dans un château, c'est-à-dire une collectivité qui n'a plus les moyens d'entretenir son patrimoine et qui regarde son... Voilà, donc, et donc une réduction, enfin une dégradation de ses équipements jusqu'à, on le voit d'ailleurs parfois, jusqu'à une fermeture administrative pour raison de sécurité. Donc ça, c'est un cas que nous avons eu à connaître, c'est une collectivité qui n'entretenait pas ses équipements et qui s'est vu fermer les équipements par le préfet.
Donc ça, c'est effectivement un travail à faire, c'est regarder si le patrimoine est bien en cohérence avec les capacités financières de la ville. Et puis, voilà, donc limiter le recours à l'endettement, bien sûr, parce que je vous l'ai dit, aujourd'hui, il est assez contraignant, donc il pèse assez lourd sur les équipes financières de la ville. Donc l'idéal, c'est ce qu'on a essayé de chiffrer dans ce que je vous ai présenté, c'est une réduction de l'endettement pour libérer des capacités de financement. Et puis, je reviens sur le patrimoine, donc rationaliser les usages du patrimoine de la ville pour dégager soit des ressources de cession s'il y a du patrimoine qui n'a pas de destination publique particulière, soit par l'optimisation de surface, je ne sais quoi, des économies de fonctionnement, de chauffage, etc. Donc tous ces coûts qui, jusqu'à une certaine époque, étaient relativement symboliques, mais qui commencent à peser de plus en plus lourd dans les budgets. Voilà, donc si on veut revenir à un équilibre des finances de la ville durable, on a chiffré l'effort, donc c'est là-dessus que maintenant il faut qu'on travaille, donc l'effort pérenne d'autofinancement, la capacité de dégager l'autofinancement pérenne, sera de 400 à 500 000 euros par an pour que la ville puisse durablement retrouver des équilibres financiers stables et qui lui permettent d'envisager l'avenir et de dégager des capacités d'investissement supérieures. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long, trop technique surtout. Est-ce qu'éventuellement il y a des questions des élus à poser à l'auditeur? C'est pas une question, c'est les commentaires de notre groupe à gauche autrement. On n'est pas surpris par tout ce que vous avez dit, même sans avoir les chiffres, les tableaux, etc. On avait quand même fait une analyse qui se rapproche de la vôtre. On avait bien vu qu'il y avait une prise entre les fonctionnements, les investissements qui étaient trop importants entre le fonctionnement où les dépenses étaient des fois supérieures aux recettes ou l'inverse, etc. Ça, on l'avait dit, on l'a dit au moment du budget, c'est pour ça qu'on s'est abstenu. Le problème essentiel que vous avez soulevé tout au long de cet audit, c'est la baisse de la DGF. Et à chaque fois, vous êtes revenu là-dessus, en disant que bon, c'était le démarrage, mais si j'ai bien retenu ce que vous avez dit, les 11 milliards annoncés pour les années qui suivent. Alors quand même rappeler que cette baisse de la DGF, elle est faite en grosse partie, et les 11 milliards, pour compenser le pacte de compétitivité qui est fait pour le patronat et pour soi-disant faciliter les entreprises et sans contrepartie réelle. Donc quand même c'est important. Nous, ça ne nous surprend pas qu'on soit obligé maintenant de prendre des mesures. Moi, ce qui m'ennuie énormément, c'est dans le rendu de votre audit, c'est que vous revenez en permanence sur les charges de personnel. Alors partout, bien sûr, c'est ce qui est donné, le temps est donné par le gouvernement, il faut réduire les charges des collectivités territoriales partout. C'est le grand truc, c'est ce qui est fait depuis des années dans les hôpitaux, partout, et on voit les résultats d'ailleurs. Donc moi, ce qui m'ennuie quand même, c'est que dans votre audit, vous marquez les charges de personnel consomment une part croissante des recettes de gestion disponibles, élément de rigidification de la section de fonctionnement. Moi, ça me choque. Ça me choque parce qu'effectivement, quand vous faites ce ratio, vous le faites en fonction des recettes de fonctionnement. Ces recettes, elles ont baissé. Obligatoirement, même s'il n'y a pas il n'y a que le GVT, si vous voulez, qu'il n'y a pas d'augmentation de personnel, obligatoirement, le pourcentage va s'accroître. Donc c'est quand même, c'est faire parler des chiffres d'une certaine manière. Donc tout ce qu'on a vu là, dans les propositions qui sont données, bien c'est effectivement par rapport aux charges de personnel, comme si c'était l'essentiel. Moi je dirais que pour un service public, qu'il y ait du personnel qui décharge de personnel important, moi ça ne me choque pas. Voilà. Sur autre chose et de la gestion de la municipalité, bon, c'est vrai que sur la gestion, peut-être qu'il faut revoir des modes de gestion, des économies, c'est vrai qu'il faut revoir en permanence, remettre en concurrence les assurances, etc., parce que les prix sont à revoir, ça c'est vrai. Mais de toute façon, si on est dans cette situation, et ce que vous annoncez pour les années qui viennent, pour la commune de Carbon-Blanc, qui sera avec d'autres communes de France, c'est surtout une décision gouvernementale actuelle de baisser énormément la dotation générale de fonctionnement. Et ça va aller en s'accroître.
en s'accroissant. C'est vrai aussi que pour le fonds de péréquation, quand même, ça s'ajoute, et que là aussi, les perspectives ne sont pas bonnes. Donc ça fait quand même énormément d'argent en moins. Et pour moi, c'est quand même pas le personnel qui est responsable. Votre phrase, quand vous le dites comme ça, et quand vous l'avez dit et redit dans la discussion, on a l'impression qu'essentiellement, il va falloir réduire sur le personnel et qu'on va régler les choses. Je ne crois pas. Alors, je n'ai pas dit qu'il fallait réduire le personnel, mais juste contenir les charges de personnel. Alors moi, je ne prends pas de jugement sur le... Je suis désolé de ne pas être chiffre, mais c'est aussi pour ça qu'on m'a demandé d'intervenir. Je ne prends pas de jugement sur la qualité du service public qui est offert. Bon, ça, je n'ai pas d'avis là-dessus. Simplement, je crois que le problème, c'est que le budget a ses propres contraintes et qu'effectivement, on arrive à la limite. C'est-à-dire qu'on a vu les équilibres financiers diminuer, enfin les soldes financiers diminuer et réduire sur la période. C'est aussi lié au fait qu'on a des dépenses personnelles, mais aussi des charges de fonctionnement de la collectivité qui ont évolué presque 2 fois plus vite que les recettes. Alors moi, je ne prends pas de jugement d'opportunité là-dessus, hein, c'est pas à moi de le faire. Simplement, si durablement on veut faire ça, il faut accepter en même temps de dire on augmente les recettes au même niveau. Sinon, il se produit ce que je vous indiquais, c'est-à-dire que c'est le déséquilibre financier, c'est le préfet qui prend la main, qui demande à la Chambre des comptes de prendre une mesure. À la Chambre des comptes, on les connaît les mesures. Hein. C'est j'augmente de 25% ou de X% les taux de fiscalité. Donc moi, je ne prends pas de jugement, si vous voulez, sur l'opportunité d'avoir du personnel ou pas. La seule chose, c'est que si on veut avoir ce même rythme de 4% d'évolution du personnel en temps, il faut qu'on ait des recettes, donc en clair des recettes fiscales, puisqu'on a bien compris que ce n'est pas sur les dotations que ça se fera. Donc il faut même que les recettes fiscales contrebalancent la diminution des dotations. Donc il faut qu'on accepte d'avoir des recettes fiscales comme de 6 ou 7% par an. Je ne sais pas si le chiffre est exact, mais c'est ça que ça veut dire. Donc voilà, moi je suis dans mon rôle. On peut aussi imaginer d'autres choix politiques. Parce que c'est ça qui est quand même en cause. On pourrait faire d'autres choix politiques pour disposer de l'argent public différemment. Le pacte de compétitivité va nous coûter très cher, énormément. Il va coûter à toutes les communes. Et là, on est tous à faire ce constat aujourd'hui. On a peut-être aussi des réactions des communes à réagir vis-à-vis du gouvernement pour dire stop, ça suffit. Je crois que ça, peut-être aussi, c'est une action à avoir. Si je peux me permettre, je vous donne quand même ma lecture par rapport à votre positionnement sur la dotation globale de fonctionnement. Je suis d'accord avec vous et je pense m'être déjà exprimé à ce sujet dans les précédents conseils sur les impacts de cette baisse de la DGF dans le cadre de notre budget, et je suis conscient qu'effectivement c'est un point important. Simplement, j'aimerais aussi qu'on prenne conscience de quelque chose, c'est que cette baisse était annoncée. On ne découvre pas l'existence de cette baisse. Et il aurait fallu effectivement qu'il y ait une réflexion globale qui soit menée sur la stratégie de financement de la commune, tenant compte de cette évolution. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point sur lequel j'aimerais aussi insister, vous avez parlé de la part du personnel. Nous ne remettons en aucun cas en cause l'existence de ce personnel. Je crois avoir assez souvent souligné la qualité du travail fourni par les services de la municipalité. Je maintiens cependant aussi quelque chose, c'est que nous appartenons à une BCI qui est très importante, une communauté urbaine qui est très importante, c'est la 6e agglomération de France. Cela implique forcément des services et des échanges avec cette BCI qui sont assez importants et qui fait qu'il y ait une nécessité aussi d'avoir un certain nombre d'agents. Hein. C'est-à-dire qu'il faut aussi comprendre que certes nous sommes au-dessus de l'Astra en termes d'effectifs salariés, mais il faut bien sûr pouvoir répondre aux besoins impactés par notre appartenance à une communauté urbaine d'une certaine importance. Alors, ça va forcément à contresens de ce qu'on dit, puisque le but de la mutualisation, c'est généralement de rationaliser, et là, je suis en train de dire qu'il y a effectivement cette obligation d'avoir du personnel. Mais, quand vous discutez, ne serait-ce qu'avec la Direction Générale des Services de la Communauté Urbaine de Bordeaux, vous voyez de leur propre aveu qu'ils vous disent, non mais attendez, ce ratio qui est l'idéal de 48-49% de charges de personnel dans une collectivité, il est inaccessible pour une commune comme la vôtre. Concrètement, ce n'est pas possible. Ça voudrait dire qu'on ne pourrait pas faire fonctionner la collectivité. Donc, concrètement, effectivement,
je vous rejoins aussi sur ces aspects concernant la nécessité du personnel. Maintenant, pour ce qui est de la rigidité que ça suppose, il faut reconnaître que factuellement, et je crois que c'est là la position d'un auditeur, factuellement, les charges de personnel représentent un poids important dans notre collectivité. C'est un fait. Maintenant, il faut, entre guillemets, vivre avec et essayer de continuer à optimiser le service public qui est rendu à la population. Voilà ce que j'avais à dire sur ces deux aspects. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir encore ?